Téléperformance. Alors la société, juste pour, vous avez raison parce que j'étais pas au bout, c'est une compagnie internationale qui s'appelle Téléperformance, dont le siège social est à Paris, et qui a créé une société marocaine de droit marocain qui s'appelle TLS Contact. Donc TLS Contact Maroc. Donc si vous voulez vous connecter au site internet de cette société, vous faites TLS Contact Maroc, et vous aurez le site internet. Mais vous avez dans les documents que je vous ai donnés, il y a l'adresse internet de cette société. Alors elle est donc de droit marocain, hein, on a une compagnie maintenant de droit marocain, les sociétés sont sous contrat de travail marocain, donc on est vraiment dans le respect du droit marocain. Il y avait une confusion chez les gens ici à Oujda. Ils pensaient que c'était une antenne, une représentation du consulat de France à Oujda. Alors, c'est vrai que c'est une société. Voilà, voilà, le mot d'antenne ou d'annexe n'est pas adapté. C'est plus une société de service. Une société de service. Les gens ne l'ont pas bien compris au début, mais quand même ça a été bien accueilli. Exactement. Chez l'opinion là, les gens étaient contents. Tant mieux, tant mieux. Déjà, ils ont économisé beaucoup d'argent parce qu'avant, avec la prise de rendez-vous par téléphone, ça leur coûtait très cher. Donc, à la limite, maintenant, même le surcoût de 279 dirhams ne représente pas grand-chose par rapport à ce qu'ils payent. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est content. Parce qu'on voit ici une antenne du consulat, quand même, ça va faciliter beaucoup de choses aux gens. Mais peut-être il peut y avoir quelques... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les gens ne savent pas que ça, c'est une société. C'est ce que disait monsieur. Et que peut-être il n'a aucune décision sur le visa. Les gens peut-être vont assimiler le consulat, cette société, au consulat. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les sensibiliser les gens par des prospectus en arabe, je dis des prospectus, des dépliants pour leur dire qu'il s'agit ici d'une société qui a, les attributions de prendre les dossiers, de les vérifier et de les envoyer. Et la décision du visa ou la non-décision, ça revient à l'objet de ce droit. Exactement. C'est le message que je vous demande de faire passer. Non, pour vous dire franchement, la presse ne va pas expliquer ces choses-là. Elle va informer. Mais les gens ne lisent pas. Vous savez qu'on n'est pas de grands lecteurs de journaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser à un moyen de sensibiliser les gens par des prospectus, des dépliants et leur expliquer la chose. Bon, ça d'une part. D'autre part, s'il y a un litige entre un citoyen et la société, qui est-ce qui va intervenir? Alors, pour répondre au premier point, d'abord, vous avez raison, hein, on a peur un peu d'une confusion dans les esprits. Bon, d'abord, les gens vont constater que quand ils vont s'adresser au personnel de cette société, et qu'ils vont leur dire « Ah, est-ce que vous pouvez m'aider à ceci, à cela, etc. » et ils sont formés pour expliquer qu'eux ne peuvent intervenir en aucun cas dans la décision, ne peuvent pas changer l'ordre des rendez-vous, c'est nous qui planifions le nombre de rendez-vous par jour. S'il y a une dérogation, par exemple, quelqu'un a un besoin urgent d'un visa médical pour se faire traiter, on ne va pas le faire attendre un mois, naturellement. Donc, mais la société nous transmet à nous, au consulat, la demande de dérogation, et c'est nous qui prenons la décision, et nous disons à la société, oui d'accord, ou non, vous ne le faites pas. Et bien sûr, pour tout ce qui concerne la décision relative au visa, c'est nous qui... D'ailleurs, vous verrez, quand les gens demandent un visa, la société leur dit, voilà, le consulat vous demande de présenter tel et tel document. Vous m'avez présenté des documents en plus, bon, vous m'avez présenté des documents en moins. Je vous demande de signer ce papier pour bien attester que vous m'avez remis ces documents, parce que moi je suis simplement une boîte aux lettres. Je transmets les documents et après le consulat prend sa décision sur la base de ce que vous avez. Donc ça c'est déjà les personnes eux-mêmes qui vont expliquer ça. Sur le site, si vous passez devant, vous prenez une photo, vous verrez, il y a écrit TLS, en grand, comme ça. Et nulle part il y a écrit Consulat de France. Donc on a bien fait attention dans la signalétique.
Si vous regardez leur site internet, au début ils avaient mis ça, ils avaient fait une confusion entre consulat général, etc. Donc nous, on leur a demandé de retirer toute mention du consulat général dans le site internet, où vous avez uniquement la mention de la société. L'idée de cette réunion aujourd'hui, c'est aussi de faire passer ce message. Donc on compte sur vous pour expliquer à vos lecteurs que c'est une société privée de services qui améliore la qualité du service à la population pour le compte du Consulat général de France à Fès, mais qui n'est pas du tout une extension, une annexe, une représentation du Consulat général de France à Fès. D'ailleurs, c'est une société qui n'a pas de protection diplomatique particulière, qui est une société comme une autre en termes de traitement par les autorités marocaines et le public. S'il manque des pièces, est-ce que vous allez envisager le demandeur? Alors, bon, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est d'avoir... Mais permettez-moi juste de répondre à la deuxième question, qui était en cas de litige. Bon, ça dépend de la nature du litige. Si la personne se casse la figure dans l'escalier de la société et se casse une jambe parce qu'il y avait une flaque d'eau sur les marches d'escalier, la personne doit porter plainte contre la société privée qui n'a pas bien nettoyé les marches d'escalier et qui lui a fait tomber dans l'escalier. C'est pas la faute du consulat. Par contre, si la société remet un passeport à une personne avec un visa qui a été refusé, naturellement, c'est contre le consulat que la personne devra se retourner en suivant les procédures de recours qui existent et qui sont prévues en cas de refus de visa. Donc ça dépend de la nature du litige. Si le litige est relatif... Il va déposer sa plainte à la société ou il va l'envoyer? Non, parce que nous, quand nous répondons, quand il arrive de refuser un visa, heureusement pas beaucoup, parce que sur 10 personnes qui demandent un visa, 9 obtiennent satisfaction, puis il y en a un qui n'a pas satisfaction. En général, on lui rend son passeport sans le visa, mais avec une lettre d'explication qui lui dit, voilà, madame, monsieur, on ne vous a pas délivré ce visa pour telle raison, mais vous avez la possibilité de faire un recours, voilà la procédure à suivre. Donc à ce moment-là, la personne s'adresse à l'institution que nous signalons dans notre courrier. C'est pas TLS qui va s'occuper du recours, bien entendu. Voilà comment notre système fonctionne. Donc ça dépend de la nature du litige. On sent que vous avez externalisé le service et pas les attributions en souveraineté. Exactement. On a bien fait la part de la décision de souveraineté qui revient à la France à travers sa représentation qui est le consulat général. Et puis il y a le service qui, lui, n'atteint pas aux questions de souveraineté, qui peut être très bien fait par d'autres sans risque. Cette externalisation vous permet de gagner... Je reviens vers oui. C'est 50% de vos employés. Mais quand même, ça va motiver les gens davantage pour demander des visas. Oui. Donc les demandes de visas vont augmenter. Nous espérons bien, oui, nous espérons bien. C'est l'objectif d'ailleurs. Parce que si on n'a pas d'augmentation des demandes, on va s'ennuyer au consulat. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas que mes agents ils restent à se tourner les pouces en se disant ah ben non, c'est un autre qui fait mon travail, moi je ne fais plus rien. Non, l'idée c'est bien d'arriver à avoir une activité qui augmente. Il y aura plus de visas délivrés, il y aura plus de refus aussi. C'est mécanique. Voilà. Si on double notre activité, on aura 2 fois plus de refus, mais on aura 2 fois plus d'accords. Donc le nombre d'accords va augmenter. C'est ça qui compte. C'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient un visa pour circuler. Et là, moi je vous assure qu'il y aura plus de personnes qui auront des visas. À moins que le ministère des Finances pense à calmer ses... Non mais c'est pour ça que je vous ai mis ça, parce que l'ambassadeur a écrit, donc moi je garde ce journal précieusement, il a écrit et il a publié dans la presse que cette réforme ne va pas se traduire par une réduction des effectifs du consulat de France à Fès. Donc moi j'ai une garantie qui est là. Vous pourrez le lire, vous pourrez le souligner d'ailleurs dans votre article. Moi, ça me permettra de dire à l'ambassadeur, vous voyez, toute la presse a écrit, donc vous ne pouvez pas maintenant me prendre des emplois. Vous êtes témoin, vous êtes témoin. Pardonnez-moi, vous avez une question tout à l'heure. Faites-moi des pièces. Est-ce que vous allez envisager le Alors, d'abord, c'est le demandeur qui prend ses responsabilités. On affiche très clairement, vous demandez tel type de visa, voilà les pièces que nous vous demandons. Bon.
Il peut arriver que, parce qu'on est pressé, parce qu'on n'arrive pas à avoir un papier, la personne va décider de présenter une demande avec une pièce qui manque. Elle va signer, c'est-à-dire que quand elle va passer au centre privé, le centre privé ne va pas dire « Ah, je refuse votre dossier ». C'est pas leur rôle, c'est nous qui décidons, c'est pas eux. Donc eux vont dire « Nous recevons votre dossier et on vous fait signer les pièces que vous nous avez remises et on vous signale les pièces que vous deviez nous remettre mais que vous n'avez pas remises. Mais on fait ce que vous voulez, mais vous signez ». Donc la personne va signer un document où elle-même elle reconnaît qu'il y a un document qui manque. Bon, nous, on n'est pas des fonctionnaires bornés. C'est-à-dire que si les documents que nous avons nous permettent de nous forger une conviction que cette personne est de bonne foi, que son projet est clair, qu'il est parfaitement conforme à nos règles, on va lui délivrer un visa, même s'il manque une pièce. À l'inverse, si cette pièce est absolument indispensable, et que si on lui délivre le visa avec une absence de pièce, on ne va pas le faire, parce qu'on pourrait même mettre cette personne en difficulté. Je prends un exemple, parce que souvent ça, c'est bien de le répéter. Quand nous demandons, parmi les pièces que nous demandons, il y a une assurance. Il y a une obligation pour la personne qui va se rendre en France d'avoir une assurance, au cas où il y arrive un problème. Cette assurance, si on ne nous la présente pas, nous, on ne pourra pas donner le visa. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est, nous, attachés à l'assurance, mais c'est que dans les procédures françaises, quand une personne se présente sur le territoire français, le policier qui accueille à l'aéroport cette personne a la liberté de lui demander une assurance. Et si cette assurance n'est pas présentée, il peut lui dire « Désolé, je dois vous demander de repartir parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le territoire. » Donc c'est aussi une sécurité de dire aux gens « Attendez, vous devez avoir ce papier, c'est pas simplement pour faire plaisir au consulat, mais c'est parce que quand vous arriverez en France, vous ne risquerez pas d'être refoulé si vous n'avez pas ce papier. » Et d'ailleurs, dans la lettre qu'on donne, quand on remet un visa, on dit « Madame, monsieur, n'oubliez pas de prendre avec vous ce document, parce que sinon vous risquez d'être refoulé à la frontière. » Voilà, donc des fois il y a des gens qui donnent des documents supplémentaires qu'on ne demande pas. On les prend aussi, on examine. L'important c'est d'avoir des données d'identité des personnes, de situation sociale et professionnelle ou familiale, ça dépend de la nature du visa, qui nous permettent de nous forger une conviction. Voilà. Nous sommes face à quelqu'un de bonne foi et dont le projet ne pose aucune difficulté à la République et donc on lui délivre le visa. Peut-être une question à part, mais qui concerne la politique de la France en général sur l'octroi des visas. Est-ce que la France envisage d'augmenter le nombre de visas délivrés aux Marocains ou aux Maghrébins? Il n'y a pas une politique qui vise une nationalité plutôt qu'une autre. C'est une politique plus générale. Et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est donné pour objectif d'augmenter sensiblement le nombre de visas délivrés aux étrangers, quels qu'ils soient, et quel que soit leur pays d'origine, à travers le monde. L'idée derrière, c'est d'abord c'est l'idée que dans un monde mondialisé, il faut que les personnes circulent pour que les idées, la richesse circulent également. C'est de la circulation des idées, des personnes, des biens que l'économie, les sociétés s'activent, avancent, etc., fonctionnent bien. Donc nous, on a clairement des orientations qui nous sont fixées pour favoriser notamment le personnel universitaire, les chercheurs, toutes ces personnes qui sont dans des intellectuels, des professions qui travaillent sur le savoir. Nous sommes encouragés à favoriser les échanges de savoir à travers les personnes qui maîtrisent ces savoirs. Donc très clairement, on a vis-à-vis du public universitaire en particulier des encouragements à améliorer la fluidité de la circulation des personnes. La deuxième orientation, elle est économique. C'est voilà, la situation en Europe, vous le savez, est difficile en ce moment, crise budgétaire, la croissance économique est à plat, et il y a des marchés à l'étranger que nous sommes en train de perdre, donc il faut se remobiliser et favoriser les exportations françaises, le commerce extérieur français, qui est un bienfait pour l'économie en général. Et comment arriver à ce résultat? Eh bien, il faut que les personnes se rencontrent, s'échangent,
circule. Il faut que des Marocains aillent en France et des Français viennent au Maroc pour nouer des contacts, des relations d'affaires qui vont générer de l'activité derrière. Donc ça, c'est aussi un moteur très important. Vous savez que depuis le dernier remaniement gouvernemental en France, le ministère du Tourisme est maintenant rattaché au ministère des Affaires étrangères. Ce qui fait que le ministre des Affaires étrangères est aussi le ministre du Tourisme. Et donc, son objectif à mon ministre, c'est aussi de favoriser la venue de touristes en France, qui sont tout simplement des gens qui vont consommer sur place. Ils vont aller au restaurant, ils vont aller à l'hôtel, ils vont acheter peut-être des sacs à main ou je ne sais pas quoi. Alors déposer l'argent, je ne sais pas, ça dépend des réglementations nationales des différents pays. Mais en tout cas, dépenser de l'argent. C'est bien. C'est très bien. Le Maroc, très bien. Le Maroc aussi. Parallèlement, contrairement à cette politique d'ouverture de la France, pour des contraintes budgétaires, a réduit ses établissements consulaires dans le monde entier. Comme ici au Maroc, il n'y a plus de services consulaires ici. À Oujda, par exemple, c'est dans le monde entier. Je crois des contraintes budgétaires. Donc c'est un peu contradictoire à cette ouverture sur le monde pour favoriser la mobilité des biens et des gens. Oui, je comprends votre remarque, mais en même temps, vous voyez bien que si on observe les chiffres, nous avons réussi, malgré les contraintes budgétaires qui sont réelles, que vous présentez, et des effectifs qui n'arrivent pas à augmenter à la mesure de la demande de visa qui est de plus en plus importante, nous avons réussi tout de même à nous réorganiser, à nous réinventer, pour parvenir à délivrer plus de visas qu'avant. Moi, j'ai été frappé quand je suis arrivé à Fès, donc il y a 1 an. Évidemment, j'ai commencé à regarder les statistiques de visas. Et alors, je vous donne un chiffre de mémoire, mais je crois qu'il est exact, parce qu'il m'avait marqué. J'ai constaté qu'en 2010, le consulat de France à Fès avait reçu 28 000 demandeurs de visa. 28 000. En 2010. Et en 2014, nous allons recevoir, je vous l'ai dit, plus de 45 000 personnes, entre 45 000 et 50 000. Ça veut donc dire que nous avons, en l'espace de 4 ans, presque doublé l'accueil du public, et donc ça veut dire aussi que nous avons multiplié par 2 le nombre de visas délivrés au public, malgré des effectifs qui sont restés stables. Moi, j'ai regardé en 2010 et en 2014, et j'ai le même nombre de personnes que mon collègue y en avait en 2010. Ça veut donc dire que si on s'organise, que si on trouve de nouvelles solutions plus intelligentes qu'avant, si on réorganise le travail des personnes, on arrive à doubler notre résultat avec les mêmes effectifs. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon ambition à moi, c'est de doubler encore cette capacité d'accueil avec toujours le même nombre de personnes. Nous aurons toujours au consulat le même nombre de personnes. J'ai la preuve que l'ambassadeur s'est engagé à me préserver mes effectifs. Il ne va pas me les augmenter, mais il ne va pas me les diminuer. C'est déjà pas mal dans les circonstances actuelles. Mais avec le même nombre de personnes, moi, mon objectif, c'est encore d'augmenter le nombre de visas délivrés. Ça veut donc dire que s'il y a de la bonne volonté, s'il y a une impulsion politique, et puis s'il y a une capacité à s'organiser, on y arrive. On y arrive malgré les contraintes budgétaires. Donc le nouveau système va souvent encourager les gens à demander. Oui, ça c'est sûr. Ahlan wa sahlan. Ça c'est sûr. Non, les gens sont les bienvenus. Ils veulent en savoir plus, ils confondent, comme je disais tout à l'heure, ils croyaient que c'était une représentation du consulat. Alors c'est une société privée. Non, moi aussi, Ça va encourager les gens, ça, c'est sûr. le message à travers vous, c'est voilà, obtenir un visa, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de faire les démarches et de respecter les procédures. Parce que sur les visas que nous refusons, le 1 sur 10 qui n'a pas son visa, très souvent, c'est la personne qui, soit elle n'a pas bien compris, soit elle n'a pas eu le temps, mais tout simplement qui n'a pas suivi la procédure qu'on leur proposait. Oui, donc on fait appel parfois aussi à
des intermédiaires qui, eux, ne constituent pas forcément un bon dossier. Il vaut mieux le constituer soi-même, être sûr qu'on a mis tous les documents, que de confier son dossier à un intermédiaire qui, lui, traite un dossier parmi d'autres. Voilà, donc voilà, il faut encourager les gens. Je sais que c'est contraignant, je comprends bien ça. Devoir demander un visa pour se déplacer, c'est jamais quelque chose de plaisant. La procédure est un peu longue, il faut rassembler tous les papiers, etc. Mais voilà, vous voyez que l'esprit, c'est quand même de nous améliorer nous-mêmes, de nous interroger nous-mêmes sur notre capacité à bien accueillir les gens, à faciliter les choses. Et il y a une réelle volonté de délivrer plus de visas. Mais simplement, c'est sûr qu'il faut que nos interlocuteurs comprennent bien que nous avons des contraintes réglementaires, légales, nous avons un système de police qui est organisé, qui fait son travail, donc il faut prendre un certain nombre de précautions pour s'assurer que le déplacement se fasse dans de bonnes conditions. Mais si tout le monde coopère dans un bon état d'esprit, moi je ne vois pas pourquoi on délivrerait beaucoup plus de visas qu'on en délivre aujourd'hui. Ce qui a abouti à la suspension de la coopération judiciaire entre les deux pays. Donc, comment vous gérez les cas qui se posent concernant la communauté française vivant à la région orientale, sachant qu'on a vu des cas qui sont nécessité l'intervention de Sa Majesté, à savoir la femme qui a récupéré ses enfants lors de l'interpellation de son mari. Donc, comment vous gérez les cas en tant que la suspension de ces coopérations judiciaires? Bon. En ce qui concerne la coopération franco-marocaine, je vous renvoie à mon ambassadeur. L'ambassade a vocation à vous répondre sur ce sujet qui est un sujet de politique bilatérale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est comment je vis les choses dans ma circonscription. Très franchement, là, nous avons déjeuné chez M. Le Wali tout à l'heure. C'est une relation qui se passe très bien. J'ai profité de ce déjeuner pour présenter à M. Le Wali ce dispositif que je suis en train de vous présenter. Je n'ai eu de sa part que des échos positifs, parce qu'il est bien conscient que ce que nous faisons là améliore la qualité du service, et il est bien conscient que les affaires dont vous parlez relèvent d'une relation directe, je dirais, entre Paris et Rabat, et que ça n'a pas d'influence sur l'activité du consulat général de France dans la circonscription. Moi, j'ai une excellente coopération, franchement, avec les autorités de la circonscription. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Daesh a menacé les Français et d'autres ressortissants de d'autres pays du monde. Il y a eu rapidement après l'assassinat d'un Français en Algérie. Bon, naturellement, tout ça a eu beaucoup d'écho médiatique, et il y a eu en France une inquiétude et des interrogations sur j'avais le projet de me déplacer au Maroc. Est-ce que dans ce contexte il faut que je change d'avis, etc. Donc nous, bien sûr, on a dit qu'on avait une totale confiance dans les autorités marocaines pour assurer la sécurité du pays, qu'on voyait bien qu'il y avait un contrôle de la situation qui ne nécessitait pas de suspendre des projets de déplacement au Maroc. Et j'ai consulté les différents préfets de police de ma circonscription, y compris le préfet de police de la région d'Oujda, qui m'a immédiatement accueilli, qui m'a rassuré sur les mesures qui étaient prises pour assurer la protection de notre communauté nationale. Non, vraiment, je vous assure que ce dont vous parlez existe. Je ne suis pas en train de nier qu'il y ait en ce moment des hauts et des bas, c'est ça, entre Paris et Rabat. Mais fort heureusement, au niveau local, ça n'a pas d'implication sur la bonne coopération entre ce consulat et les autorités locales. Mon 6e poste à l'étranger, donc j'ai un peu voyagé à travers le monde, et effectivement les systèmes juridiques qui existent de par le monde. Moi j'ai été en Irak, en Palestine, en Tunisie, et puis un peu plus loin, en Inde et au Pakistan aussi. Non, heureusement, la relation entre la France et le Maroc est quand même très ancienne, elle est historique. Elle est inscrite dans la durée. Nous savons bien que nous allons continuer d'avoir des relations très proches. Et oui, vous avez raison. Moi, je le sens bien. Entre la région de Meknès et Fès et la région de l'Oriental, je vois bien qu'ici, la densité de la relation, elle est encore plus forte, clairement.
Non, mais ce que nous avons quand même de très riche pour la gestion de nos relations, c'est une série de conventions bilatérales qui sont vraiment des tentatives d'aménagement du droit de l'un avec le droit de l'autre pour faire communiquer les systèmes juridiques, qui est quand même un atout dans notre bonne relation, même si parfois il y a des complications parce que nos systèmes sont différents. Mais nous avons un système de conventions sociales, de conventions fiscales, de conventions d'entraide judiciaire, enfin, dans tout un tas de domaines, nous avons des accords bilatéraux qui sont assez rares à l'échelle de la planète avec un certain nombre d'autres pays. Moi j'étais par exemple au Pakistan dans mes dernières fonctions. Nous n'avons pas du tout le même attirail d'accords bilatéraux pour régler les relations entre nos deux pays. Alors elles ne sont pas aussi riches, les relations entre nos deux pays, c'est évident. Mais en tout cas nous avons une bonne... Ils sont anglophones, c'est en plus un droit très différent du nôtre, et c'est un peu compliqué. Voilà. Mais non, moi je suis très confiant quand même sur la relation France-Maroc, et à chaque fois que je viens à Oujda, voilà, je suis rassuré parce que on voit bien quand même qu'il y a une densité, une charge affective dans la relation. Voilà, ça ne peut pas se passer comme ça à travers une brouille politique. De temps en temps, il y a des nuages, mais qui passent. C'est normal. Et puis finalement, entre les populations, l'échange est toujours le même. Vous voyez, d'ailleurs, l'objectif c'est aussi de délivrer encore plus de visas, donc c'est toujours d'échanger. Donc on va bien dans le bon sens.